Bonjour Eric, est-ce que je peux poser une question? Bien sûr. Bien sûr. Alors Eric, juste un partage d'expérience en fait qui m'interroge aujourd'hui, c'est que j'ai vécu deux journées complètement différentes. Hier, une journée, rien ne fonctionnait, rien de, pas des gros problèmes, mais au niveau du travail, au niveau des relations, au niveau des choses, rien n'était fluide. Et puis aujourd'hui, tout est devenu beaucoup plus fluide. Donc par rapport à ça, bon, qui peut paraître complètement banal comme situation, je me dis, j'ai rien fait entre hier et aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? De mon côté, je ne sais pas, je n'ai aucune explication et effectivement, il n'y a pas forcément à chercher une explication, mais ça m'a vraiment rendu enfin, humble par rapport à toutes les démarches qu'on peut avoir ou pas par rapport à tout ça, parce que je me dis, vraiment, la vie est un moment incroyable de non-maîtrise de absolument rien, hein, puisque on le voit d'ailleurs, des fois, il y a des journées, vraiment, bon, ça arrive assez souvent, je pense que c'est quelque chose que tout le monde connaît. Et donc, voilà, bon, je ne sais pas si c'est une question ou c'est une réflexion, mais c'est vrai que je suis assez, je regarde ça avec interrogation en me disant que, bah oui, voilà, les jours se suivent et il y a une différence de situation. Pourtant, je ne pense pas à être une autre personne aujourd'hui, ou alors peut-être qu'à chaque instant, je suis différent, je ne sais pas. Voilà, c'était un petit témoignage très modeste de ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Sur un certain plan, vous pouvez uniquement constater votre mécanisme. Des fois, il y a une forme de facilité parce que les événements sont plus en accord avec vos préjugés, avec votre disponibilité. D'autres fois, les événements semblent mettre en question vos préjugés et votre attitude. Donc, c'est des choses qu'on constate. Il n'y a rien à faire effectivement par rapport à ça. Quand il y a un antagonisme, il ne s'agit pas de le combattre, il ne s'agit pas de l'enlever, il s'agit de le voir intimement. Et quand il y a une situation qui apparaît fluide, c'est la même chose, c'est simplement de constater cet élément-là. On pourrait dire quand la situation est fluide, c'est que vous résistez moins à la situation. Mais le psychisme est formé de action-réaction et si vous avez des moments faciles, il y aura des moments difficiles. Notre système nerveux fonctionne comme ça. Donc, il ne faudrait pas s'imaginer qu'une disponibilité signifie que tous les moments sont faciles. Non, ça signifie que les moments faciles et difficiles sont accueillis avec la même intensité, avec la même présence. Il y aura toujours des jours faciles et difficiles, il y aura toujours des sensations du corps vacantes ou tendues, il y aura toujours des états de tranquillité, des états d'agitation. Ça fait partie de notre structure nerveuse cérébrale. Donc, continuer à constater ces éléments et n'en tirer aucune constatation psychologique ou métaphysique. La psychologie et la métaphysique sont une forme d'imaginaire. On va rester dans le concret et simplement constater le fonctionnement. Merci beaucoup, Eric. Merci. Bonsoir, moi j'aurais une question, Eric, sur la méditation, en fait, sur le regard. Donc là, vous êtes assis, vous avez les yeux fermés. Et donc, moi, c'est vrai que c'est une position qui, pour moi, est assez facile, vu que j'ai commencé la méditation il y a longtemps en Inde. Bon, j'avais un gourou qui s'appelait Guru Mai, c'était une femme. Et ensuite, je me suis tournée encore maintenant vers le bouddhisme. Et là, en fait, l'idée, c'est de pas complètement fermer les yeux. Et je voulais vous demander quelle était votre position, si en fait,
c'était... bon, normalement, il ne doit pas y avoir de but, mais est-ce que... Voilà. Que pensez-vous de ces deux positions, en fait? Ouais, vous savez, la méditation, c'est l'arrière-plan profond de toute la vie. Ce n'est pas lié à une position. Quand vous marchez, quand vous dansez, quand vous dormez, quand vous êtes assis, tout ça apparaît dans la méditation. Pour nous, la méditation est un état dans lequel on rentre et on sort. Ensuite, le fait d'être assis, c'est fonctionnel. Moi, je n'ai pas de chaise chez moi pour des raisons multiples. Donc, comme on n'a pas de chaise, on s'assoit par terre. Et au sujet de l'ouverture des yeux, c'est vrai que quand les paupières sont très détendues, selon notre morphologie, il y a à peu près un quart de la paupière qui va rester sans paupières, un quart de l'œil qui va rester sans paupières. On voit ça, par exemple, beaucoup dans l'art Champa du Cambodge, que les Champas, c'est les descendants des Khmers rouges. Et vous voyez dans la sculpture, vous voyez ça au musée Guimet, par exemple, si vous voulez, il y a pas mal de sculptures Champa. Quand l'œil, la paupière est descendue, il y a une très légère ouverture en bas. Par contre, dans la sculpture indienne, on n'a pas représenté ça, pour la bonne raison que la sculpture indienne n'a à peu près jamais représenté le corps humain. Elle a toujours représenté le corps de déité qui ressemble à un corps humain, mais ce n'est pas un corps humain. Il y a quelques exceptions avec Arjuna, avec quelques personnages, mais la sculpture indienne représente des déités. Il ne faut pas du tout lire le corps humain comme on le lit physiologiquement. Donc, il n'y a pas à décider si la paupière doit être totalement descendue ou non. Asseyez-vous ou restez debout, peu importe. Soyez tranquille, donnez-vous la tranquillité. Et puis vous allez voir, on va sentir le poids des paupières, il y a tout l'élément cérébral qui coule, on est comme un rideau, le théâtre qui descend, les paupières descendent. Et puis des fois, il y a un très léger remontée de la paupière, suivi d'un signe de détente et non pas de tension. Donc je dirais, vous n'allez même pas le savoir parce que tourner la pupille vers l'avant, va toujours être derrière la paupière qui est descendue. Sauf pour certains types de méditation technique où le regard va être posé dans l'arrière-tête, mais ça c'est une méditation yogique, qui est autre chose qui concerne que les gens qui ont une pratique très structurelle du yoga. Et pour ce qui est de la simple disponibilité, pour nous-mêmes, nos méditations n'ont pas sa place, et simplement, ici, moi, j'ai rien à regarder. Je ne vous vois même pas sur l'écran. En réalité, sur l'écran, si je regardais l'écran devant moi, je me vois. Ce qui n'a pas grand intérêt pour moi-même. Donc, comme je n'ai rien à regarder, je garde les yeux fermés. Si quelque chose nécessitait d'être regardé, les paupières s'ouvrent. Il n'y a aucune différence entre paupières fermées, paupières ouvertes. Ce n'est pas un style de méditation. La méditation, c'est cette disponibilité où j'arrête de me prendre pour un objet, où j'arrête de prétendre à un passé, à un futur. Donc, cette intensité du présent. C'est absolument pas lié à une position corporelle, ni des pupilles, ni des jambes, ni de quoi que ce soit. Donc, voilà, ça doit être vraiment la plus simple qui soit. Ensuite, je sais bien que dans le bouddhisme, l'hindouisme a fait la même chose. Il y a de nombreuses techniques qui sont greffées. Et en vérité, il faudrait appeler ça des techniques de concentration et non pas des techniques de méditation, parce que la méditation, dans le sens profond, c'est cet arrière-plan qui est notre homme grand, notre front commun, et qui n'est pas lié à une quelconque technique. En tout cas, dans l'approche cachemérienne, on voit des choses comme ça. Donc, vous occupez pas de vos pierres, occupez-vous de la détente. Si vous êtes assis, vous donnez-vous cette détente. Vous me dites c'est facile pour vous, c'est super, c'est pas facile pour tout le monde. Dans cette détente, vous déposez le corps. Quand le corps se dépose, il y a comme une sensation de pulsation, de vibration qui va venir. Vibration autour de la tête, dans tout le corps, et vous donnez à cette vibration sans l'image de vous-même. Et vous mourrez finalement à tout au temps et à l'espace. C'est ça qui est important ensuite,
Votre voisin vous dira si vous aviez les paupières ouvertes ou fermées, si vous étiez assis ou sur la tête. Dans un fauteuil, c'est lui qui va savoir, c'est pas vous. Merci, Eric. Merci beaucoup. Vous pouvez poser votre question, il n'y a pas nécessité de lever la main. Vous pouvez directement poser votre question à table. Merci. Bonsoir. Ce fameux moment présent dont vous parlez, comment s'y ancrer? Vous savez, c'est pas quelque chose à montrer, c'est simplement tomber amoureux de son fonctionnement. Quand vous tombez amoureux de votre fonctionnement parce que vous réalisez que vous n'avez rien d'autre dans la vie, ce regard, cet intérêt va créer une forme d'arrêt. C'est-à-dire avant cela, vous êtes toujours pris dans l'agitation, toujours pris dans le devenir, toujours en train d'accomplir quelque chose, de courir vers quelque chose, essayer de fabriquer quelque chose, de réussir quelque chose et d'éviter d'échouer quelque chose. Quand cet intérêt pour vous-même, pas de manière personnelle, de manière simplement, je dirais vraiment amoureuse, apparaît, ce regard est une forme d'arrêt. C'est-à-dire que toutes les énergies qui avant dans l'état de veille, dans l'état de rêve, étaient utilisées pour aller vers ce qui vous touchait, pour éviter ce qui vous ennuyait, ces énergies vont progressivement arriver à une forme de repos. C'est un repos organique, c'est pas comme les malheureux qui font du yoga, qui essaient de contrôler leur énergie, de maîtriser leur mental. On ne rentre pas dans cette espèce de superficialité. Mais c'est simplement d'arrêter de chercher quelque chose. Parce que vous avez pressenti que ce que vous êtes essentiellement n'est pas quelque chose d'objectif, que ça ne se situe pas dans le temps, dans l'espace. Donc aucune recherche objective, c'est-à-dire vers quelque chose, va vous ramener proche de ce que vous cherchez. Vous pourrez dire, vous ne pouvez jamais vous rapprocher, vous pouvez que vous éloigner. Parce que ce que vous êtes n'est pas quelque chose. Donc quand je comprends la perspective, que tout mouvement vers quelque chose ne peut que m'éloigner, non pas me rapprocher, il y a cette espèce de concentration organique de l'énergie sur simplement être présent à ce qui se déploie dans l'instant. Donc c'est un processus totalement organique qui n'exige aucune intention, aucune pratique, aucune détermination. Et c'est une forme de maturité qui se fait ou qui ne se fait pas. Immense, aujourd'hui, des gens n'ont pas cette dynamique et ça ne leur manque pas, ils n'en ont pas besoin. Ils ont besoin de notre femme, de notre piscine, de notre voyage, de notre réalisation. Et puis il y a une personne sur 1 million qui se rend compte que ce qu'il cherche profondément, ce n'est pas une réussite familiale, ce n'est pas une réussite sociale, ce n'est pas une réussite intellectuelle, ce n'est pas une réussite corporelle, mais c'est cette espèce d'immense attraction vers l'essentiel qui ne peut pas être conceptualisée sous forme de quelque chose, pas comme une religion ou une espèce d'objet essentiel. On n'a pas de religion, on n'a pas de spiritualité, on a simplement ce pressentiment que ce que je cherche est derrière moi et non pas devant moi. Et où que j'aille, je peux aller que devant moi. Il faut avoir une vision géométrique, je dirais, de la perspective. Et cette vision géométrique de la perspective qui va amener ces moments de présence au-delà de l'espace-temps.
C'est même plus une présence à quelque chose, c'est une présence à la présence. C'est quelque chose qui va se faire spontanément, naturellement chez vous. Donc, ne le voyez pas comme quelque chose à accomplir, ne le voyez pas comme une pratique. Donc, c'est pas essayer. Vous ne pouvez pas essayer d'être présent. Ce que vous pouvez dire, c'est que au plus vous voyez que vous n'êtes pas présent, au plus cette présence s'installe en vous. Et vous êtes au concert, vous vous rendez compte, ça fait 3 minutes que vous écoutez plus le concert et que vous pensez à votre amant. Quand je me rends compte que je n'étais pas présent, c'est ça qu'on appelle la présence. Et puis vous êtes à la table et votre famille, vous vous rendez compte, ça fait 1 minute que vous écoutez plus ce qu'on vous dit, vous étiez perdu dans votre pensée. Ce moment où je me rends compte que je ne suis pas dans ma pensée, c'est ça la présence. La présence ne peut jamais être objective, vous ne pouvez jamais dire je suis présent. Quand je suis présent, vous n'êtes pas présent, c'est une pensée. La présence est non objective, elle ne peut jamais être objectivée d'une quelconque manière. Pour la méditation, que jamais je médite, quand quelqu'un dit je médite, il ne médite pas, il pense. Je médite est une pensée. Dans la méditation, il n'y a pas de penseur, il n'y a pas de pensée. On ne peut jamais savoir qu'on médite, on ne peut jamais savoir qu'on est présent. Mais je peux voir que je ne suis pas présent. Quand je ne suis pas présent, c'est ça la présence. Il faut le transposer de manière plus facilement compréhensible peut-être. Vous ne pouvez jamais être humble. Et vous pouvez voir quand vous êtes orgueilleux. Quand je vois que je suis orgueilleux, c'est un moment d'humilité. Et quand je pense que je suis humble, c'est de l'orgueil. Il n'y a jamais la place pour être humble. L'humilité, c'est de voir à quel point on est orgueilleux d'instant en instant. Celui qui est vraiment humble voit son orgueil d'instant en instant. Celui qui veut être humble, c'est de l'orgueil. Donc, la présence n'a pas de place pour une objectivation, une appropriation. Vous devez comprendre la perspective. Et ensuite oublier de l'avoir compris. Merci. Bonsoir. Je constate parfois des processus d'anticipation, d'évitement, de projection, et je me demande pourquoi ça existe et ça apparaît en fait. Ça pointe vers quoi? Le mot pourquoi ne fait pas partie de l'approche traditionnelle. C'est un mot qui n'a pas de sens. Quand vous regardez essentiellement, c'est un mot qui n'a aucun sens. Pourquoi mais il n'y a plus de pourquoi. Le pourquoi est remplacé par l'émerveillement. Et donc, vous allez voir ce que vous appelez le mécanisme d'évitement, peu importe, c'est ce qui est nécessaire. Pas pour quelque chose, parce qu'il n'y a pas de but dans la vie. Le but est une invention humaine. Mais ce qui est là est nécessaire. Comment je sais que c'est nécessaire? Parce que c'est là. On vit avec la réalité. Tout ce qui m'arrive corporellement, mentalement, m'est nécessaire. Je n'ai pas trouvé une raison intellectuelle comme un philosophe, comme un religieux pourrait dire voilà, c'est à cause de ça. Non, c'est à cause de rien du tout. Quand je dis c'est à cause de ça, je vais me fermer la mer d'un petit verre d'eau. Mon explication est caduque. Donc, je dis toute tentative d'explication, les explications sont toujours imbéciles. L'intelligence est faite pour les imbéciles. Il n'y a rien à comprendre dans la vie. Celui qui comprend est un imbécile. Quand je me libère de la fantaisie de comprendre, il reste une disponibilité, il reste un étonnement, il reste une intensité. Et c'est là que la vie va s'accomplir. Mais sans la compréhension, il faut voir combien la compréhension vient de la peur. Quand quelqu'un prend du LSD, qu'il n'est pas assez mûr, il va essayer de comprendre ce qui lui arrive. Quand quelqu'un a une expérience mystique et n'est pas assez mûr, il va essayer, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut rien dire? Les choses ne veulent rien dire. Il faut le comprendre profondément et pas le comprendre intellectuellement, le comprendre intuitivement. Il n'y a pas de sens. Le sens, c'est une projection humaine. Et attention que ce non-sens, on n'en fasse pas un sens nouveau, comme les existentialistes, qui ont fait du non-sens un sens. Non, le non-sens, ce n'est pas un sens.
Il n'y a même pas un non-sens. Il n'y a simplement pas de sens. Autre que celui de mon imaginaire idéologique. Si je suis chrétien, si je suis musulman, si je suis bouddhiste, si je suis athée, si je suis scientifique, si je suis biologiste, si je suis médecin, si je suis de droite, si je suis de gauche, bien sûr, les choses ont un sens. Mais ce n'est pas les choses qui ont un sens. C'est ma projection qui regarde les choses avec mon sens. Donc, quand je me rends compte que tous les sens sont uniquement ma projection, plus je vais être subtil, plus je vais projeter un sens subtil, plus je vais être intelligent, je vais projeter un sens intelligent, plus je vais être cultivé, etc. Mais ces sens-là ne déterminent pas la réalité. Ça détermine mon état intellectuel, affectif, culturel. Donc, à un moment donné, on ne cherche plus à comprendre quoi que ce soit. C'est dans cette non-compréhension qu'il y a une forme d'humilité, où j'ai plus aucune référence à un savoir. Il n'y a rien que je puisse savoir. Savoir veut dire amener une humilité l'un vers l'autre, sans aucun savoir, sans aucune dynamique vers les choses. Il y a cette intensité du moment présent. C'est là qu'elle va s'accomplir. Et vous allez voir à ce moment-là que vos mécanismes vont arrêter de faire sens, et ce non-sens va être remplacé par, on va dire, un sens supérieur, où vous voyez le sens des choses, mais pas dans le sens d'un sens. Oui, d'un sens suprasensoriel. Sans pouvoir le comprendre. Vous comprenez ce qui arrive. Si on vous demande qu'est-ce que tu as compris, vous dites j'ai rien compris. On le comprend sans le comprendre. C'est un peu comme des fois dans un état de rêve. Vous savez qu'il y a quelqu'un dans la pièce à côté. Vous ne savez pas comment vous le savez, vous le savez. Si on vous demande comment tu sais, vous allez dire je ne sais pas comment je sais, mais je sais. Et là, quand la vraie compréhension est comme ça, vous savez, vous avez compris, mais vous ne savez pas ce que vous avez compris. Et la compréhension a brûlé l'objet qui a été compris, un peu comme une lampe, quand vous éclairez une lampe, vous ne voyez plus l'ombre. Voilà, la compréhension doit brûler l'ombre comme la lumière. Donc, tant qu'on comprend quelque chose, c'est une compréhension idéologique. Et ça, à un moment donné, on va résister à cette compréhension idéologique. C'est une forme d'ajournement, c'est une forme de peur. Les gens qui savent quelque chose, les gens qui vivent dans la peur. Ils se réfugient, ils sont chrétiens, ils sont musulmans, ils sont hindous, ils sont athées, ils pensent à ceci, ils pensent à cela, mais c'est une forme de peur. C'est respectable. Et à un moment donné, on n'a plus besoin de ce genre de référence. Donc, soyez intime à votre fonctionnement. Il n'existe aucune compréhension, aucune clarification, mais simplement une forme d'affection. Soyez affectueux avec vous-même. Quand il y a la peur, quand il y a la jalousie, quand il y a l'anxiété, quand il y a la tranquillité, quand il y a les stades esthétiques, quand il y a la joie, quand il y a la tristesse, soyez disponible, sentez-le. Sentez combien le corps vit cette tristesse, cette beauté, cette joie, cette jalousie, sans commentaire. Et c'est dans cet espace sans commentaire, une compréhension sans rien compris va pouvoir mourir se faire jour. Et comprendre quelque chose, c'est une forme pour moi d'imbécilité. Merci. Bonsoir. Ma question concerne le contrôleur. Pour moi, l'accomplissement spirituel est un accomplissement comme un autre. C'est-à-dire, je suis tendue vers la réussite de cet éveil. Et je prends conscience Bonsoir. Ma question concerne le contrôleur. C'est-à-dire cette voix dans la tête qui dit toujours « tu devrais faire ci, tu devrais faire ça ».
Tu devrais te détendre. Tu devrais te détendre en dirigeant l'énergie vers ta main. Pour lui, ce contrôleur ou cette contrôleuse, la spiritualité est un accomplissement comme un autre. Il faut réussir. Et j'ai du mal à l'accueillir parce qu'il est très, très fort. C'est-à-dire, j'ai du mal à me replacer dans cet arrière-plan silencieux et à me désidentifier. Déjà de me rendre compte qu'il est là, ensuite de me désidentifier de ses pensées contrôleuses. Mais vous savez, vous n'êtes pas deux. Si vous êtes deux, il faut voir un psychiatre. Il n'y a pas vous et vos pensées, il n'y a pas vous et vos émotions, il n'y a pas vous et votre corps. Vous êtes vos pensées, votre corps, vos émotions. Vous êtes le contrôleur. Donc, n'imaginez pas une espèce de dualité où il n'y en a pas. C'est-à-dire, il y a un contrôleur de contrôleur. Mais il n'y a pas de contrôleur, c'est un imaginaire. Vous prenez pour Zorro et vous dites, voilà, j'ai accompli ça, mais il n'y a pas de contrôleur. Vous dites, je bats, donc vous ne battez pas, c'est le cœur qui bat. Vous dites, je marche, vous ne marchez pas, ça marche. Vous dites, je pense, mais vous ne pensez pas, vous êtes pensé. Si je vous donne du LSD, vous allez voir, c'est pas vous qui pensez, c'est la petite pilule qui vous fait penser. Si on stimule votre cerveau avec des électrodes, vous allez avoir chaud, avoir froid, pleurer, tomber amoureux, être terrifié. La pensée n'est pas personnelle, la marche n'est pas personnelle. Quand vous vous coupez, vous ne dites pas je cicatrise, ça cicatrise tout seul. Quand vous digérez, vous ne dites pas je digère, personne digère, ça digère tout seul. Simplement arrêtez de vous prendre pour le propriétaire de quelque chose. Votre corps, votre psychisme s'organise fonctionnellement sans l'imaginaire d'une personnalité. Vous n'êtes pas un chef qui dictait vos ordres à un corps ou à un psychisme. Vous êtes complètement imaginaire. Sinon, si vous avez vraiment cette dualité, il faut voir un psychiatre et avec des médications, vous allez ramener à devenir une globalité. Vous n'êtes pas deux. Il n'y a pas vous et votre corps, vous et votre psychisme. Vous êtes ce qui se présente. Vous êtes votre corps, vous êtes votre psychisme, et il n'y a rien d'autre. Et pas de manière personnelle. Si on vous coupe un bras et on doit manger un crocodile, vous n'allez pas vous sentir dévoré, sauf si vous avez de graves problèmes psychologiques. Ce n'est pas vous qui êtes dévoré, c'est le bras qui est dévoré. Donc, en même temps, vous avez cette liberté vis-à-vis de la perception, et en même temps, vous ne prenez pas pour cette perception. Donc, la spiritualité, d'abord, ça n'existe pas. Et ensuite, s'il y avait quelque chose qu'on pourrait appeler spiritualité, ce ne serait certainement pas un accomplissement, mais au contraire, une espèce d'indication, une espèce d'humilité dans laquelle j'arrête de me prendre pour le chef. Vous n'êtes pas le chasseur, vous êtes le gibier. Dans votre formulation, on a maintenant, vous prenez pour le chasseur. Vous essayez d'attraper le lièvre. Non, vous êtes le lièvre. Et vous allez être attrapé tôt ou tard par le chasseur. Donc, l'ego est vu, l'ego ne peut pas voir. Vous êtes vu. Vous voyez votre mécanisme, vous voyez votre réactivité, vous voyez vos peurs, tout ça, vous le voyez. Vous êtes la vision. Et ce n'est pas vous qui voyez. C'est vous qui êtes vu. Quand vous voyez votre tristesse, vous voyez votre agitation, vous voyez votre tranquillité, vous voyez votre jalousie, vous voyez votre joie. Tout ça, c'est des événements qui apparaissent en vous. Donc, vous voyez tous ces événements-là. Naturellement, c'est vous-même. Donc, soyez de plus en plus intime avec ces mécanismes et quittez absolument la fantaisie d'un achievement, comme si quelque chose à réussir, rien à réussir. Vous êtes exactement comme vous devez être. Vous n'avez pas réussi à quelque chose demain. Rien qui vous manque aujourd'hui, vous n'aurez rien de plus demain. C'est aujourd'hui que vous devez simplement
pas devoir dans le sens d'un impératif catégorique, mais devoir parce que c'est la nature de la vie. La nature de la vie, c'est l'exploration. Donc, vous êtes intelligente, vous êtes intéressé par votre mécanisme, et à un moment donné, vous avez la conviction profonde que voir vos propres mécanismes, c'est beaucoup plus intéressant qu'un nouvel amant, qu'une nouvelle piscine, qu'un nouveau chien, ou qu'un nouveau voyage à la campagne. Donc, l'essentiel de votre énergie va être sur cette découverte de comment elle fonctionne dans les différents moments de la journée, dans les différents moments de la vie. Il n'y a pas d'accomplissement là-dedans, on ne va pas vous donner des bons points, vous n'allez rien gagner, mais simplement, ça va devenir, par la maturation de la vie, de plus en plus passionnant. C'est normal qu'à 20 ans, on pensiez qu'un amant, c'est plus passionnant que notre fonctionnement. C'est normal qu'à 30 ans, une voiture de course, c'est normal qu'à 40 ans, d'apprendre le tibétain ou de passer à l'effet du ski ou stimule plus. Et à un certain âge, quand vous avez exploré ce que vous devez explorer, vous vous rendez compte que la seule chose qui est importante dans la vie, c'est votre fonctionnement. Parce qu'avant de mourir, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas les moments avec qui vous allez coucher qui est important, ni les voitures que vous avez eues, ni votre manière de vivre, ni votre travail, ni votre état corporel, ni votre famille, mais simplement d'avoir vu comment vous fonctionnez. Parce que sur votre lit de mort, c'est la seule chose qui va être avec vous. Votre liberté vis-à-vis de vos émotions, vis-à-vis de votre activité mentale, cérébrale, affective, etc. Donc la vie, c'est simplement faire connaissance avec tous ces fonctionnements. Et cette connaissance est gratuite, elle ne demande aucun effort, aucune pratique, aucun endoctrinement, aucun apprentissage, simplement de naturellement vous laisser inviter par la vie et vous allez voir très vite l'idée d'une réussite, l'idée de l'accomplissement là-dedans, ça vous paraît complètement inutile. Il n'y a pas d'accomplissement. Un enfant de 5 ans n'est pas plus qu'un enfant de 2 ans. Quand vous avez 60 ans, vous n'êtes pas plus que 50. Quand vous avez 50 ans, vous n'êtes pas plus que vous avez 40 ans. Donc tous les âges de la vie ont leur beauté. Tous les âges de la vie ont leur profondeur. Il n'y a pas d'amélioration. Un vieillard n'est pas plus qu'un enfant de 2 ans, il est différent. Donc, quitter la fantaisie du développement personnel, c'est une chose complètement imaginaire. C'est une pensée. Vous pouvez avoir la pensée, je suis un homme misérable, vous pouvez avoir la pensée, je suis quelqu'un d'extraordinaire. C'est deux pensées. Il n'y a plus la pensée. Il n'y a rien à penser sur soi-même, ni sur les autres. Il y a devenir vraiment intime avec comment on fonctionne. Et vous verrez cette intimité, va vous lever toute fantaisie d'accomplissement, de réussite, d'arriver à quoi que ce soit. Merci. Bonsoir Eric. Du coup, je me demandais comment rester dans la joie et en même temps, j'ai l'impression que ça n'a pas tellement de sens de rester dans la joie. Enfin, en tout cas, ça irait encore dans le sens d'aller accomplir quelque chose, d'aller vers quelque chose. Et en même temps, on a un système qui a besoin, qui recherche ça. Alors, comment on peut faire pour se situer entre notre tendance, je dirais, biologique et puis ne pas aller rechercher en même temps. Voilà. Je pense que vous confondez dans votre formulation la joie et le plaisir. La joie n'est pas quelque chose qu'on peut rester ou pas rester. C'est quelque chose qui finalement est là toujours
en arrière-plan. Un enfant naturellement joyeux, il a besoin de faire quelque chose pour être joyeux. Bien sûr, après, par l'éducation, les transmissions pathologiques de la famille, de la société font que l'enfant va croire que pour être joyeux, il faut qu'il ait quelque chose. Et ensuite, que si on enlève cette chose, il est plus joyeux. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'éducation. Mais si vous ne voulez pas du plaisir, vous ne pouvez pas avoir toujours un état de plaisir. Le plaisir et la douleur, le corps a besoin de cet équilibre pour fonctionner. Donc, il y a des zones du corps détendues, il y a des zones qui sont tendues. Vous ne pouvez pas fonctionner autrement. Ce n'est pas négatif, c'est différent. Comme pour qu'un courant électrique passe, il faut qu'il y ait un positif et un négatif. Ce n'est pas psychologique, le positif et le négatif, c'est purement électrique. Au niveau du corps, c'est la même chose. Au niveau de la pensée, c'est la même chose. Donc, il y a des jours où vous êtes plus disponible, il y a des jours où vous êtes plus réactif, il y a des jours où vous êtes plus à l'écoute, il y a des jours où vous êtes... Bien sûr, c'est vrai. Ça va toujours rester. Si vous allez voir un astrologue ou si vous allez voir celui qui connaît votre rythme biologique, il va très bien vous dire la période qui vient, si vous allez avoir une période plus facile que d'autres. Des fois, le corps va être plus léger, des fois, il va être moins léger. Des fois, voilà, si vous êtes sensible à ceci ou à cela. Pour ça, c'est vraiment organique. Il y a des cycles, c'est un peu comme il y a des cycles pour manger. Si vous mangez tous les jours à la même heure, 2 heures avant, la digestion se met en route, le sucre se prépare, vous digérez très bien. Voilà, le corps est fait de cycles. C'est pour ça que la vie fonctionnelle est une vie cyclique. Si vous voulez avoir une vie équilibrée, il faut essayer de vivre en suivant ces cycles. C'est difficile dans la vie moderne pour beaucoup de gens. Mais quand on a la chance de se coucher toujours à la même heure ou de manger à la même heure, on a une vie beaucoup plus équilibrée à tous les niveaux. Celui qui fait ce qu'il sent. En réalité, on ne sent pas, mais c'est un désir qu'on appelle sentir. Le corps fonctionne vraiment par cycle. Il y a des cycles d'apprentissage, des cycles de sommeil, et il y a des cycles dans lesquels le cerveau est plus disponible que d'autres. Comme il y a des cycles menstruels pour une femme, il y en a également pour un homme, qui sont un peu plus longs. Il y a des cycles de sexualité dans lesquels la sexualité va être plus intense, il y a des cycles de sexualité moins intenses, et il y a des cycles dans lesquels notre réactivité va être plus soutenue, il y a des moments plus détendus, donc ça va toujours rester. Par contre, le fait d'être sensible à ces cycles va amener une forme d'intelligence. Vous n'allez pas aller à l'encontre de ces cycles. Au contraire, vous allez suivre ces cycles quand ceux qui pratiquent le yoga, il y a des cycles prédisposent plus au pranayama, d'autres cycles prédisposent plus au asana, en fonction des lieux, en fonction de différents éléments. Au niveau de l'alimentation aussi, l'hiver, on ne fait pas comme l'été. C'est une espèce de simplement être réceptif. Comme une fleur exhale des parfums différents selon l'heure. Quand le matin, à 4 h du matin, vous sentez un datura, à 6 h du matin, il sent autrement, puis à 7 h, c'est fini. Il y a des cycles dans les fleurs, il y a des cycles dans la nature, il y a des cycles dans le corps, il y a des cycles dans le cerveau. Donc, petit à petit, il y a une disponibilité de ces cycles. Il y aura toujours des fonctions différentes. Donc, n'essayez pas de rester dans la joie, parce que la joie, ce n'est pas quelque chose qui est soumis au cycle, c'est arrière-plan. C'est ce pressentiment non objectif. La joie n'est pas joyeuse. Elle est ce qu'elle est, un mot comme un autre. Donc, il y a des moments où vous trouvez une disponibilité corporelle profonde, vous pouvez totalement l'accepter, mais il y a des moments où le corps réagit, le corps est un peu acariâtre, le corps un peu difficile, il faut l'accepter aussi. C'est un cycle. Vous devez suivre le cycle. Et c'est très important, un peu comme quand vous êtes malade, quand il y a un cycle de tension, quand l'énergie monte dans la maladie, on parle de comprendre des médications, puis l'énergie arrive à un point culminant, puis l'énergie descend, c'est là qu'on va prendre la médication. Ça, tout bon médecin est au courant.
on n'est jamais calmant quand la crise monte, quand la crise descend. Bon, c'est la même chose. Quand vous faites un massage à quelqu'un, selon la tension, vous allez masser de telle ou telle manière. Simplement écouter ce qui est là. Le corps vous donne ses cycles, vous devez les écouter. Il y aura toujours une polarité différente. Il y aura une grande sensibilité. Et si vous rencontrez un partenaire amoureux, si c'est la même période, si pour lui et pour vous, il y a la même, par exemple, dans le même cycle de sexualité, pour une rencontre très, très forte. S'il y en a un des deux, le cycle est à l'opposé, ben ça va être moins fort. Ça, on le sent tactilement. Il y a des cycles de création pour un artiste qui sont c'est une période de création, on crée, puis après, il y a une période au contraire où on doit vivre sur les acquis. On ne va pas dépenser d'énergie, on réintègre l'énergie, puis il y a un signe d'expansion. Dans tous les niveaux du corps, du psychisme, la vie finalement intime, c'est la vie avec ses cycles. Tout est énergie. Donc, il faut décrire en nous ses propres énergies, pas vivre de manière mécanique, comme les gens qui font toujours pareil à la même heure, etc. On suit des cycles, l'heure des cycles se décale avec les saisons. On ne se lève pas à la même heure l'été l'hiver, on ne mange pas à la même heure, etc. On ne mange pas les mêmes choses. Donc, soyez sensibles à toutes ces particularités, mais ne cherchez pas d'avoir un équilibre là, au contraire. La vie, c'est le mouvement, c'est la variété. Il y aura toujours des moments, comme dans le sommeil, vous avez l'état de rêve, le sommeil profond, il faut rêver encore. Il y a également les différents rythmes du sommeil qui s'enchaînent de l'un à l'autre. Ça, c'est tout à fait normal. Donc, plus vous êtes disponible, sans appropriation, au plus il y a un peu de constance, on a l'impression que ces rythmes sont finalement éclairés par quelque chose qui est au-delà de ces rythmes. Il faut que ça reste un pressentiment, pas en faire un fantasme métaphysique ou spirituel. Merci. Bonsoir Eric. Quand on a une difficulté récurrente, qui peut être, dans mon cas, c'est une peur pour moi ou pour mes enfants, est-ce que dans les périodes où on ressent moins cette peur, où d'une certaine manière elle nous laisse un peu tranquille, est-ce que ça sert à quelque chose d'aller, pas la provoquer, mais en tout cas d'essayer de travailler dessus et de se mettre en condition pour essayer de mieux la connaître, la comprendre, ou est-ce que si elle nous laisse tranquille, il faut juste ne pas aller chercher au-delà et attendre sereinement que Les deux sont vrais. Honnêtement, ça dépend du moment. En général, il vaut mieux pas essayer de créer artificiellement une peur. C'est-à-dire quand la peur n'est pas là, vous ne dites pas, oui, mais elle va revenir, alors je vais m'entraîner, je vais me préparer. Non. Profitez qu'elle ne soit pas là. Mais il y a effectivement certains cas où si vous avez des moments de très grande détente, vous avez le pressentiment que certains conflits ne sont pas libres, mais en ce moment, ils ne sont vraiment pas actifs. Admettons, votre femme était infidèle et puis maintenant elle est fidèle. Donc, il n'y a plus la tension de quand elle était infidèle. Mais comme c'est une femme,
vous dites finalement, peut-être un jour, votre nouveau infidèle. Il peut y avoir une justification de vous dire, voilà, aujourd'hui, je suis totalement détendu, ma femme est fidèle, j'ai aucune tension. Je peux mentalement visualiser ma femme infidèle avec le très beau voisin qui vient d'emménager. Vous visualisez votre femme en train de faire l'amour avec le voisin et vous sentez ce qui se passe dans votre corps, sans commentaire. Dès que vous sentez quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a une tension dans le bas-ventre, dans la gorge, dans une chaleur, arrêtez. Vous sentez votre corps assis dans le canapé du salon, donnez-vous la détente du corps, et puis de nouveau, visualisez, jusqu'à vous pouvez visualiser votre femme en train de faire l'amour avec tout le voisinage, sans que ça crée la moindre tension. Ça fait partie des outils que la psychologie orientale donne finalement éventuellement, mais il faut déjà que la tension créée par une situation arbitraire soit déjà et quitter la notion de panique. C'est quand votre femme vous trompe avec le voisin, vous devenez fou, faites pas ça. Faites pas ça parce que vous allez re-enclencher des vieux schémas. Finalement, ça va servir à rien. Profitez de sa fidélité. Donc, pour une émotion qui est déjà assez claire, je dirais on peut des fois explorer comme ça. Et pour une émotion vraiment panique, non, parce que vous allez re-stimuler en vous la panique, c'est vraiment pas la peine. Si on vous a violé de 5 ans à 10 ans, c'est encore un problème pour vous. Et vous allez, quand vous êtes détendu, on va vous de revisualiser ça tous les jours pour voir comment vous vous sentez. Ce ne serait pas du tout pédagogique. Par contre, si un jour, vous avez l'impression que vous êtes vraiment libre de tous ces viols, ces abus que vous avez subis, vous vous rendez compte que vous avez l'impression que vous avez vraiment passé la page, alors qu'à ce moment-là, un soir de grande détente, pour Noël par exemple, vous asseyez sur votre canapé et vous visualisez ces abus possibles, ou ceux du passé ou d'autres abus, et vous soyez très très attentif à ce qui se passe en vous, je dirais pourquoi pas. C'est plus intéressant de manger une bûche au chocolat. Il faut déjà que ce soit allégé. S'il y a encore une peur qui peut devenir panique, ne le faites pas parce que là, quand vous rencontrez quelqu'un qui vient d'être violé, vous ne lui dites pas de raconter le viol dans tous ses détails. Ça va créer une problématique pour la personne. Peut-être 10 ans après, quand vous êtes toujours amis, éventuellement de faire raconter la personne peut avoir une valeur pédagogique. Et sur le moment, ce serait la pire des choses. Il peut y avoir une exception, mais en général, c'est comme ça. Donc ça dépend de l'intensité. Les deux sont vrais. Quand la peur est légère, on peut des fois faire ça, mais ne le faites pas comme méthode, faites-le comme un peu comme une exploration. Un peu, vous n'aimez pas les piments rouges, en disant vous n'avez pas mangé de piment rouge, et puis vous êtes chez des amis, on vous met un piment rouge. Au lieu de vous dire, mais j'aime pas les piments rouges, je vais explorer ce que c'est qu'un piment rouge. Avant, je n'aimais pas. Il y a des chances que ce soit pareil, mais je ne sais pas pourquoi changer. Mais là, j'en change et goûtez le piment rouge et vous allez voir ce que ça fait. C'est dans ce sens-là. Ne le faites pas en disant, je vais absolument arriver aujourd'hui à prendre le piment rouge, parce que la violence ne libère jamais. Donc, explorez un peu dans ce sens-là.
Bonsoir Eric. Ma question serait liée aux addictions. C'est-à-dire, je suis un addict au cannabis. Et c'était de savoir, est-ce qu'il y a une capacité à pouvoir soit apprivoiser ça pour que ça s'arrête, c'est-à-dire peut-être dans le fait de le regarder intimement, comme vous disiez, ou soit est-ce que c'est quelque chose qui est essentiellement lié au corps et qui, voilà, qui disparaîtra comme c'est venu. Enfin, voilà, qu'est-ce que vous avez quelque chose à me dire au niveau des addictions? Merci. Il faut explorer une addiction, il faut explorer. Le refus n'est pas une solution. Tous les gens qui sont addicts à quelque chose essaient de s'arrêter, ils ne s'arrêtent pas. Effectivement, avec l'âge du cannabis, il n'y a pas beaucoup de vieillards de 95 ans tremblants qui font des joints. Donc, normalement, ça passera tout ou tard. Mais ce n'est pas un cadeau non plus pour votre système nerveux. On a pu prouver maintenant que même une herbe de bonne qualité, même une herbe qui n'est pas surdopée comme on fait maintenant, amène quand même la destruction de certaines cellules cérébrales. Et ce n'est pas un cadeau pour le corps, pour le psychisme. Mais il y a des gens qui ont une vitalité plus grande que d'autres, donc ils peuvent permettre de faire un peu d'énergie avec ça. Mais ce n'est pas un cadeau. Mais en fait, pas un problème non plus, ce n'est pas non plus un problème à résoudre. Peut-être ça l'est pour la société, mais ça n'est pas personnellement. Par contre, soyez intim dans le mécanisme quand vous faites votre joint, quand vous brûlez votre hashish, quand vous le mélangez au tabac, ou quand vous fumez, je ne sais pas, si vous faites un gâteau au chocolat avec. Goûtez toutes les étapes de la préparation. Si vous le fumez, vous sentez la colonne brûlante qui détruit les cellules de la gorge. Sentez les effets. On fume du cannabis, il faut garder 17 secondes de fumée pour avoir tous les effets potentiels, mais ça brûle un peu plus de cellules cérébrales. Donc, il faut explorer tout ça. Vous voyez les effets. Et surtout, à un moment donné, pour vous poser la question, si on vous disait que vous allez mourir dans l'heure qui vient, est-ce que vraiment vous avez envie de faire un joint? Vous allez voir que si on vous disait dans une heure tu es mort, je pense que la plupart des gens voudraient être clairs. Il y a toujours des gens qui peuvent faire face à la mort. Alors vous voudrez fumer ou boire, bien sûr, ou faire l'amour. Mais quelqu'un qui a une forme de maturité, je pense qu'on dit dans une heure tu vas être mort, va vouloir être vraiment clair. C'est le moment le plus intense de la vie. Et donc, pour faire vos adieux à votre proche, mentalement, vous préparer à ce grand départ, je pense que vous n'avez pas envie d'être sous l'influence d'une drogue. Et comme à un moment donné, vous vous rendez compte que ce moment peut être à chaque instant, vous êtes toujours comme si vous alliez mourir l'heure d'après. Et donc, par cette intensité d'être prêt à faire face à la mort, à un moment donné, on quitte les addictions. Je n'ai pas envie de boire avant de mourir, je n'ai pas envie de manger avant de mourir, je n'ai pas envie de faire l'amour avant de mourir, je n'ai pas envie de fumer avant de mourir. J'ai envie d'être vraiment présent. Des derniers extraordinaires moments de la vie. Donc, une manière de l'aborder. Mais surtout, ne faites pas un problème. Voilà, n'exagérez pas, minimisez le tabac, prenez pas des drogues dont les propriétés sont trop augmentées, comme ce qu'ils ont maintenant à Amsterdam, mais vous trouvez des choses de qualité, c'est pas dramatique, mais c'est pas un cadeau, parce qu'on sait très bien que non, on a pu prouver ça. Le premier rapport qui a prouvé ça a été publié dans les années 80 par l'ambassade du Canada. C'est sorti en France. Et on a prouvé qu'il y avait vraiment les cellules cérébrales étaient détruites. Mais on a beaucoup de cellules cérébrales. Et le portable, l'ordinateur détruit, je pense, peut-être pas mal plus. Donc, il ne faut pas trop s'inquiéter. Mais en tout cas, moi-même, j'ai fumé pendant très longtemps de la drogue. Et je me suis arrêté un peu à cause de ce que je vous ai dit. D'ici
Je me trouvais une fois dans l'Himalaya à 5000 mètres perdus, on n'avait plus de quoi boire. On savait que si dans les 24 heures on ne trouvait pas de l'eau, on était tous morts. Et on ne pensait pas arriver à en trouver. Et j'avais un gros morceau de hashish avec moi à ce moment-là. Et je l'ai jeté. Je me suis dit, si je meurs demain, je ne veux pas mourir non clair. Et après, ça m'est resté. Et après, finalement, comme la mort, quand on vieillit, on a des amis qui meurent souvent. Et on sait très bien que c'est tôt ou tard ça va arriver. Peut-être plus tôt que tard. À un moment donné, on n'a plus cette possibilité de se dire, je vais me défoncer ce soir, parce que je ne sais pas sur un demain. Donc, vous voyez si cette approche vous convient. Mais en tout cas, on ne fait pas un problème psychologique. On peut être très heureux en fumant, en buvant. Et je pense que naturellement, tout le monde va s'arrêter. Bon, c'est pas trop grave. Et c'est pas anodin. Merci Eric. Bonsoir. Je voudrais rebondir par rapport aux addictions. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, oui. Oui, pardon. En fait, moi, je ne sais pas si c'est une addiction, mais j'appelle ça avec le sucre, donc je ne sais pas comment le dire, et ça me fait rebondir sur autre chose que vous disiez en réponse à une autre question par rapport au fait qu'on n'est pas deux. Et vis-à-vis de la nourriture et du sucre, il y a justement cette dualité qui revient, parce qu'il y a une part qui est complètement dans cette compulsion, mais il y a je ne sais pas si c'est une conscience témoin ou quoi, qui veut pas, et ça crée vraiment une division. Et donc intellectuellement, j'essaye de réunifier, d'écouter, de ne pas me faire violence. J'ai tendance à être beaucoup dans les extrêmes, donc à faire des jeûnes ou à faire... mais c'est difficile de trouver un équilibre. Et pour moi, c'est difficile dans les enseignements, parce que, encore une fois, intellectuellement, j'entends cette notion qu'on n'est qu'un, et que enfin, je l'entends, et puis je suis bien consciente que je ne suis pas deux, mais pourtant, il y a vraiment plusieurs énergies, ou je ne sais pas, plusieurs... Enfin, il y a des conflits internes, quoi. Donc, c'est... Voilà, j'avais besoin peut-être d'un peu d'éclaircissement autour de ça. D'abord, au niveau vraiment addiction, c'est un problème médical, je n'ai aucune compétence. Je ne suis pas à même à donner des conseils, c'est vraiment une grosse addiction, ça demande un suivi thérapeutique régulier, donc ce n'est pas dans mon domaine. Mais remarquez que le phénomène du yo-yo n'est pas faire un jeûne, ensuite remanger, faire un jeûne, c'est très déséquilibrant pour le corps. Donc, ce qui est important, quand vous vous rendez compte que vous avez une problématique là-dessus, d'abord, ce n'est pas un malheur, ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas une erreur à corriger, c'est quelque chose à écouter. Vous devez découvrir comment vous fonctionnez avec ça et découvrir amoureusement. N'ayez pas peur, vous allez mourir au bon moment. Quand vous êtes né, vous avez signé un papier avec la date de votre mort. Donc, tout va bien, vous pouvez m'organiser. Ce n'est pas lié à ce que vous mangez au monde. Donc, il faut lever la fantasmagorie de croire que la vie ou la mort dépend de ce qu'on fait. C'est complètement un mythe. Donc,
La nourriture, c'est un moment extrêmement important de la vie. D'abord, c'est un moment rituel. La nature vous donne les fruits, les céréales, les légumes, et vous transformez ça en énergie, d'abord par la mastication, ensuite par le fait digestif, ensuite par l'assimilation. Donc, c'est une chose tout à fait magique. Il n'y a rien de plus extraordinaire que l'alimentation, avec la respiration, bien sûr. Donc, ce qui est important, soyez vraiment intime avec votre alimentation. Ne vous occupez pas des moments d'exception, des moments d'excès. Occupez-vous de quand il n'y a pas d'excès. Vous n'êtes pas toujours dans l'excès. Donc, quand il n'y a pas d'excès, faites des repas intelligents. C'est-à-dire avec une très longue mastication. Il faut manger avec des gens intelligents, c'est-à-dire qui n'ont rien à dire à table. Pour pas avoir à répondre tous les 5 minutes à une question inutile. Et pour ça, devoir avaler ce qu'on a dans la bouche. Donc, mâcher énormément. En mâchant, vous découvrez l'inutilité du sucre, du sel, de la plupart des condiments. Quand un aliment va donner son sucre, quand le riz va donner son goût, vous allez avoir du sucré, salé, astringent, amer qui va venir progressivement. Et donc, vous allez voir que tous les assaisonnements que les gens utilisent, c'est pour coiffer le goût des aliments, parce qu'ils ont des aliments qui n'ont aucun goût. Et si vous mâchez 50, 100, 200 points d'aliment, vous allez voir que les goûts vont revenir. Donc, il y a très peu d'assaisonnement. Il faut absolument éviter sucre, sel dans les assaisonnements. Quand vous craquez, si vous mangez du sucre, c'est autre chose. Mais dans les repas, non. Il faut avoir des fruits modérés, bien sûr, ça fait partie. Dans tous les sucres qui sont dans les fruits, dans les légumes, dans les céréales, sont en place. Et mastiquer énormément. Et puis de temps en temps, vous craquez. Et quand vous craquez, ce n'est pas négatif, ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas le diable qui vous a de nouveau pris en charge, c'est goûter. Si vous craquez pour un sucre, peu importe quoi, goûtez la chose, vous regardez la chose avant de la manger, vous jetez parce que regardez, il faut absolument les cycles digestifs se préparent. Donc quand vous contemplez un aliment, quelque chose se fait de digestif. Pas manger dès qu'on voit l'animal, les animaux sont différents. Un animal veut se jeter sur un animal qu'il n'avait pas vu avant et l'avaler. Pourquoi? Parce qu'ensuite, les cycles digestifs, les animaux sont différents, ils vont tout détruire. Mais nous, c'est dans la bouche qu'on a ces éléments de digestion. Donc, il faut, dans la bouche, qu'il y ait assez de sucre préparé pour manger. Et ça vient de la vision. Quand vous regardez l'aliment, vous allez contempler, pour ça qu'il faut que ce soit esthétique, ce qu'on mange. Les couleurs sont très importantes, il y a les parfums, bien sûr, mais il y a aussi la consistance, il y a aussi la couleur, la disposition de l'assiette. Vous devez aimer ce que vous allez manger. Même si c'est baba au rhum, etc., vous devez avoir la beauté. Si c'est pas beau, mangez pas. C'est une chose qui est beau à manger. Et ensuite, vous allez le manger, vous allez le mastiquer, vous allez en extraire tous les sucres internes. Déjà, vous allez assimiler très différemment que si vous avalez, etc. Et ensuite, il y a un goût après le sucre, il y a un goût dans la bouche qui va venir. Vous allez sentir dans la digestion, comment vous dormez, etc. Donc, c'est en devenant vraiment intime avec ces mécanismes que quelque chose peut se passer. Et puis ensuite, il y a des fois où vous allez vous jeter sur quelque chose, vous allez justement manger sans vouloir sentir ce que vous faites. Après, vous culpabilisez. Ça, on est au courant. On a tous ces moments-là. C'est ce que vous pouvez faire, vous ne pouvez rien faire. C'est super. Bon, faites rien. De nouveau, vous retrouvez une alimentation normale, équilibrée, avec éventuellement un gâteau pour le dessert. Regardez-le, trouvez-le beau, mâchez-le, goûtez-le, prenez votre temps. Prenez votre temps, prenez votre temps. Beaucoup peut être fait comme ça. Ensuite, il y a des addictions qui ne passent pas, pas non plus. C'est pas grave, je dirais. Peut-être médicalement, c'est autre chose. Mais vous n'êtes pas limité par vos addictions. Presque tout le monde a des addictions.
voilà, c'est léger une addiction. Les grands Gopinath Karivaj, qui était le plus grand maître antique du nord de l'Inde, était addict à la collection des stylos plumes. Ça n'empêchait pas sa qualité interne. Donc, ne soyez pas obsessionnel de la nourriture. C'est peu important ce qu'on mange. Ce qui est important, c'est comment on mange. Donc, donnez-vous vraiment la mastication et surtout, trouvez beau ce que vous mangez. De goûter ce que vous mangez. Et si vous avez la chance d'avoir une famille muette ou intelligente, en profitez-en. Parce qu'il n'y a rien de pire que les conversations à table pour ne pas goûter, pour ne pas mâcher, pour avaler ce qu'on mange. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir, Monsieur Barret. J'aimerais rebondir. Alors, j'ai bien compris que vous n'étiez pas thérapeute, mais j'aimerais juste rebondir sur ce que vous disiez précédemment sur les cycles physiologiques et justement ces précédentes questions sur les addictions. Je passe moi-même par des phases, des années en tant que fumeur de tabac, d'autres années où je ne fume pas. Et j'ai pu observer qu'avant de reprendre, parfois il y a cette pulsion, parfois le temps d'une pensée de reprendre une cigarette et puis qui passe très vite. Et puis les semaines passant, parfois ça devient plus récurrent, plus souvent. Et l'impression que j'ai, c'est qu'il y a comme des strates de, je dirais, des conditionnements ou pas, où pendant 3-6 mois, on est tranquille, on n'y pense plus, il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de frustration. Et puis, comme si on atteignait des paliers, et à des moments, on découvre des couches qui sont plus stimulantes et qui nous font reprendre ou non une addiction ou pas, ou en tout cas une substance qu'on avait écartée de son assiette ou de sa vie quotidienne. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Est-ce qu'il y a une réalité derrière ça ou est-ce qu'encore c'est un imaginaire? L'imaginaire, c'est une réalité. Donc, bien sûr, reprendre la cigarette après l'avoir arrêtée, c'est extrêmement toxique pour les poumons. Il vaut beaucoup mieux continuer de fumer modérément qu'arrêter, reprendre, arrêter, reprendre, arrêter, reprendre. Donc, moi, si demain je me mettais à fumer, je ne m'arrêterai pas. J'essaierai éventuellement de ne pas exagérer, j'essaierai éventuellement de ne pas trop fumer, et surtout, je ne m'arrêterai pas, sauf si j'arrivais à un point où je ne peux plus fumer. Dans ce cas-là, je vois une cigarette, je me donne envie de vomir, je ne fume plus. Mais c'est le corps qui décide. Et si je devais me pousser à m'arrêter, peut-être une fois ou deux, j'ai donné la chance de vous arrêter, bien sûr. Et si vous avez 3-4 fois arrêté et vous avez repris, je dirais, si vous êtes actuellement sans fumer, bien sûr, profitez-en. Et si vous fumez, j'essaierai plus jamais d'arrêter. J'essaierai de plus en plus intimement sentir le fait de fumer, l'odeur sur mes doigts après, le goût dans toutes les prolongations que je peux sentir, et de très doucement diminuer sans arrêter, jusqu'au jour où je vois une cigarette et j'ai comme envie de vomir. Et à ce moment-là, ça se finit. Mais je n'essaierai pas d'arrêter psychologiquement contre le corps. Parce qu'on a vraiment pu prouver que les fumeurs qui font 3, 4, 5 arrêts détruisent vraiment les cellules pulmonaires beaucoup plus fortement que ceux qui maintiennent une fumée constante. Et je n'ai jamais fumé des cigarettes de tabac pur de ma vie, donc je suis tout à fait incompétent pour vous accompagner là-dessus. Disons que les fois précédentes où j'ai arrêté, effectivement, en général, c'est un écœurement une saturation des effets désagréables, la gêne le matin, et puis aussi l'impact sur la pratique, notamment sur le souffle, etc., qui naturellement m'a conduit à arrêter. Mais après, comme je vous expliquais, au bout de 3-6 mois, 1 an, comme une récurrence, comme des choses qui, à un moment, se sont imposées justement pour ne pas faire violence. On suis arrivé à reprendre. Et après,
c'est un peu voilà, comme un... La première chose, c'est pas très grave. Il y a plein de gens qui ont des cancers de poumons qui n'ont jamais fumé. Donc voilà, pas s'inquiéter. Si ça diminue tout seul, ben, si ça arrête tout seul, profitez-en. Si ça continue, en faites pas un drame, il y a de grandes chances que vous fassiez écraser avant de faire un cancer des poumons. Donc, n'ayez pas peur pour rien. La peur ne sert jamais à rien. Par contre, soyez de plus en plus intime si vous avez une pratique comme vous semblez suggérer. Mais effectivement, quand vous sentez le matin une liberté respiratoire, etc., à un moment donné, l'idée de fumer là-dessus, ça va vous paraître un peu comme après avoir fait un très bon repas, on vous invite à manger une deuxième fois, vous allez dire non, parce que c'est pas possible, c'est un peu pareil. Il y a un ajout qu'on n'a plus envie de faire, parce qu'on se sent vraiment bien, et puis si ça revient, il faut l'accepter. La vie n'est pas très grave, l'amour non plus. Donc, on ne fait pas un gros problème, l'essentiel de la vie, c'est ailleurs, c'est de voir votre fonctionnement, d'être vraiment disponible à vos émotions, c'est beaucoup plus important ça que de fumer dedans. Donc, ça ne veut pas devenir l'essentiel de votre vie. Et soyez attentifs, ça s'est arrêté, c'est revenu, ça se arrête tout seul, mais bien sûr, vous l'acceptez, mais pas un combat pour que ça s'arrête, pas une thérapie pour que ça s'arrête, pas une décision pour que ça s'arrête, éventuellement une évidence que vous suivez, et si ça revient, vous verrez au moment de votre mort, c'était votre destin, qu'il n'y avait pas d'erreur là-dedans. Maharaj a fumé jusqu'à sa mort, ça n'a pas empêché sa joie d'être, etc. Donc, il n'y a pas d'élément psychologique avec ça. Merci. Bonsoir, je suis tombé sur un texte de vous il n'y a pas longtemps. Je lis rapidement 2 phrases. La tristesse sans objet apparent est une des émotions profondes et il faut la garder sans objet. La tristesse ou mélancolie est un des sentiments essentiels, une sorte de pressentiment de la tranquillité. Profondément, c'est sentir que ce que l'on cherche n'est pas atteignable dans les situations objectives. Et ça je ne m'attendais pas à lire quelque chose à propos de la tristesse, et je ne sais pas trop comment dire. J'ai l'impression que ça me concerne en ce moment. Je ne sais pas quoi demander. Je crois que je m'étais dit, mais non, la tristesse, c'est un égarement. Il n'y a rien à en espérer, quoi. Je ne sais pas quoi vous demander. J'ai été surpris de voir quelques mots sur la tristesse. Mais vous savez, toutes les émotions ont la même valeur. Quand vous étudiez la dramaturgie du théâtre indien, ben vous apprenez les 8 émotions essentielles. Dans ces 8 émotions, il y a la tristesse, etc. La tristesse est aussi belle quand vous regardez une peinture, même pas une peinture, mais dans le théâtre suédois du XXe siècle, c'est comme un dépressif, mais c'est très beau. La musique du XIXe siècle française sont très dépressives aussi. Il y a beaucoup de choses dépressives. Des fois, vous êtes devant un lac avec une lumière trouble, il y a du dépressif. C'est beau. Quand vous voyez quelqu'un, des fois un clochard, un homme malheureux, vous n'ajoutez rien à ce que vous voyez. Pas d'éléments psychologiques. Vous regardez. Des fois, il y a une forme de beauté. Vous voyez ça sur un cadavre. Et un cadavre, le premier jour, son teint gris, etc. Puis des fois, le deuxième jour, ça devient un peu vert, etc. Il y a une sorte de décomposition. Donc, la tristesse est une émotion de disponibilité. Pour être triste, il faut être muscle, il faut de maturation. Les imbéciles ne sont jamais tristes, dès qu'ils sont tristes, hop, ils couchent avec quelqu'un, ils se marient, ils font des enfants, ils partent en voyage, ils achètent une voiture.
Donc, ils ne sont pas tristes. La tristesse, c'est déjà le fait de pouvoir accepter finalement un manque. Voilà, vous êtes triste parce que vous êtes intelligent. Vous avez cru arriver à être heureux en achetant une femme, un chien, des enfants, une maison, un corps, une notoriété, de l'argent, une sécurité. Puis vous avez tout ça, et vous vous rendez compte que vous n'avez toujours rien. Vous êtes dans votre chambre, il y a le même manque quand vous aviez 5 ans. Donc vous savez profondément que ce n'est pas une autre femme, un autre chien, un autre amant qui va vous changer ça. Ça, c'est une vraie tristesse, une tristesse essentielle. Et cette tristesse, effectivement, c'est un pressentiment. Quand vous laissez vivre cette tristesse, c'est comme un parfum. Vous suivez un parfum, vous allez arriver à la source du parfum à un moment donné. La tristesse, si vous laissez vivre cette tristesse, vous allez être attiré et vous allez voir, c'est un pressentiment. Et le pressentiment que vous cherchez ne se trouve pas de manière objective. Ce n'est pas une nouvelle femme dont vous avez besoin, ce n'est pas un enfant de plus, ce n'est pas un enfant de moins, ce n'est pas une nouvelle voiture, ce n'est pas changer de maison, ce n'est pas d'apprendre le sanskrit, ce n'est pas trouver un gourou. Donc vous avez besoin de rien fabriquer. Parce que ce que vous cherchez est derrière vous, vous cherchez toujours devant vous. Donc il y a une tristesse parce que vous ne savez pas où il faut aller. Vous savez où il ne faut pas aller, par expérience, vous savez que ce n'est pas de changer quoi que ce soit dans votre vie qui va changer votre vie, et vous ne savez pas où aller. Et c'est vrai, parce qu'en plus, il n'y a nulle part à aller. Du fait que vous pouvez uniquement vous éloigner, vous pouvez vous rapprocher de vous-même. C'est très important de comprendre ça. Vous pouvez uniquement vous éloigner de vous-même, vous pouvez jamais vous rapprocher de vous-même. Quoi que vous fassiez pour vous rapprocher, ça vous éloigne. Quelle que soit la directive, faire du yoga, changer de femme, changer d'amant, changer de voiture, changer de maison, changer de travail, tout ça vous éloigne. Pourquoi? Parce que vous cherchez à l'extérieur ce qui est à l'intérieur. Vous devez comprendre ça intuitivement. Il y a souvent cette tristesse qui est là, cette tristesse de ne pas pouvoir vivre ce que je pressens être essentiel. Je sais que je ne peux pas l'attraper dans les situations, je n'ai rien d'autre devant moi que les situations. Va amener que toutes les énergies excentriques qui avant étaient vers les choses dans l'état de veille, dans l'état de rêve, ces énergies vont devenir concentriques. Pas comme dans le yoga où les malheureux essaient de contrôler l'énergie, mais elles deviennent concentriques naturellement. Ces énergies vont arriver à une forme de repos, du fait qu'il n'y a plus la moindre dynamique vers les choses, et sans ce repos, il va y avoir comme une grâce, et sans cette grâce, ces énergies en repos vont s'éveiller, se déployer dans la réponse à votre question, qui serait une réponse vécue et non pas une réponse conceptuelle. La tristesse, c'est la première porte. C'est la première vraie porte parce qu'on ne peut pas la fabriquer. On ne peut pas décider d'être triste. Vous pouvez faire semblant d'être heureux, mais vous ne pouvez pas faire semblant d'être triste. La tristesse, c'est la première vraie porte. Celui qui n'est pas triste n'est pas qualifié pour la vie spirituelle. Celui qui est heureux de sa vie, quel que soit le niveau, n'est pas qualifié, parce qu'il se cherche encore dans les situations. La tristesse veut dire que vous avez déjà pressenti, consciemment ou non, que vous avez, tout ce que vous avez vous sert à rien. Et qu'acquérir quoi que ce soit d'autre ne servira à rien non plus. Donc il n'y a plus d'énergie vers les choses. Et ces énergies vont se poser, se déposer. C'est un peu comme une nuit. Souvent les mystiques chrétiens, c'est un peu comme une traversée du désert. Il n'y a plus rien qui vous stimule, il n'y a plus rien qui vous émeut, il n'y a plus rien qui vous touche. Vous devenez un peu comme un poireau, momentanément. Et puis vous allez voir cette tristesse devient pressentiment, ce pressentiment va au contraire redéployer l'énergie, et non plus vers quelque chose d'objectif, mais vers la source. Et à ce moment-là, ça va être un éveil de l'intérieur vers l'intérieur. Ce processus est comme organique, donc il va s'accomplir malgré vous, jamais à cause de vous.
Donc rien à accomplir, rien à faire, c'est à laisser faire. Laissez-vous faire. Vous allez être pris en charge pour ce processus naturellement. Bonsoir Eric. On dit que quand on montre la lune à un imbécile, il regarde le doigt. Moi, j'aimerais savoir ce que c'est que le bâton que vous tenez, que vous avez posé, que vous avez repris. Est-ce que vous pouvez m'éclairer un petit peu là-dessus, s'il vous plaît? C'est un bout de bois. Regardez pas le bout de bois. Bonsoir. Merci. Allez-y, Elodie, si vous le souhaitez. Oui, bonsoir. Excusez-moi, je suis pas très à l'aise avec Zoom. En fait, j'avais lu dans un des livres de Jean Klein que nous créons le monde à chaque instant. Et en même temps, on dit aussi que notre vie est inévitable. Alors, parfois, je réussis à articuler les deux à l'intérieur de moi, parfois pas du tout. Et j'aurais bien aimé un éclairage de votre part sur ces deux aspects qui peuvent sembler spontanément un peu contradictoires. Merci. Il n'y a pas d'autonomie. Vous êtes l'environnement. Vous n'êtes pas séparé de l'environnement. Et d'un autre côté, quand vous recevez une lettre de votre fiancé qui vous dit qu'il vous aime, et vous regardez l'environnement, vous trouvez que l'environnement est merveilleux. Puis vous recevez une autre lettre qui vous dit que finalement il couche avec la voisine qui vous déteste. Et vous regardez le monde, vous trouvez le monde médiocre. Donc, notre manière de voir dépend de notre état affectif. Vous avez raison, il y a une contradiction dans ce qu'on vient de dire. En réalité, il n'y en a pas. Tout le temps, vous allez expérimenter intuitivement le fait que tout est conditionné et que ce conditionnement est totalement libre. Ce n'est pas un conditionnement d'un passé vers un futur. C'est en réalité, c'est le conditionnement d'un passé vers un futur, c'est la liberté de l'instant. C'est uniquement au niveau de la mémoire. En réalité, le conditionnement, c'est une histoire de la mémoire. La mémoire crée des points de liaison, crée des points de rencontre, crée une histoire, un peu comme quand vous regardez un album photo. Vous regardez votre passé, vous êtes toujours en train de sourire, mais ce n'est pas vrai. Vous avez eu de nombreux pleurs dans votre vie, je n'en sais pas sur les albums photos. Donc, quelqu'un qui va regarder l'album photo va se faire une histoire de vous, mais en vérité, dans l'album photo, qu'est-ce qu'il y a de vous? Il y a un milliardième de vous. Toutes vos émotions, tous vos amours, toutes vos peines, toutes vos souffrances, toutes vos exaltations ne sont pas dans l'album photo. Il y a quelques photos stupides en train de sourire, en manger un gâteau, etc., ou sur une piste de ski, mais il n'y a rien dans l'album photo. C'est ce qu'on appelle le passé, c'est des images. Et donc la mémoire va créer un passé, je pense à moi-même, je pense à ma jeunesse, je vais créer une histoire, qui est une histoire qui est complètement artificielle, parce que je me souviens de quelques points, mais l'immense majorité, heureusement, des moments, je ne m'en souviens pas. Au point que souvent, je regarde un album photo,
Et puis quand on m'interroge sur mon passé, je vais raconter mon album photo. Parce que je me rappelle des photos que j'ai vues, je ne me rappelle pas de mon passé, mais je me rappelle des photos de mon passé que j'ai vues. Donc je vais décrire l'album photo. Et ça devient mon histoire. On n'est pas dans l'album photo. Voilà. Et l'album photo du futur, il n'est pas écrit. Et l'album photo du passé, il n'a jamais été écrit. C'est des images. C'est notre cerveau qui essaie absolument désespérément de créer des points de contact. Le passé et le futur sont notre seule manière de penser. C'est normal quand vous voulez penser. Vous pensiez comme ça. Il ne faut pas faire autrement. Il ne faut pas penser sans temps et espace, sans causalité. Dès qu'il y a un objet, il y a un espace, il y a une distance avec un autre objet. Dès qu'il y a une distance, il y a un temps. Donc, on ne peut pas penser autrement. Mais ce n'est pas parce que notre cerveau est relativement stupide, n'arrive pas à penser autrement qu'en temps et espace, que la réalité objective est comme ça. Et notre vision du monde est comme ça. C'est un peu comme la physique quantique. On peut arriver à démontrer des choses qu'on ne peut pas comprendre. Parce que notre cerveau n'a pas les concepts nécessaires à comprendre ce que pourtant on peut prouver expérimentalement, mais je ne peux pas le comprendre parce que la compréhension dépend du langage. Et tant que des mots n'ont pas été créés pour représenter une idée, je ne peux pas la penser. On ne peut pas penser sans image. Même la pensée mathématique, en dehors de mathématiques, va tout être en forme de proportion tout ou tard. La pensée n'est pas abstraite, la pensée est concrète. Elle vient des mots, elle vient du langage. Donc, c'est uniquement le langage, la sémantique, qui pose problème. Donc, comme vous avez l'air intelligente, vous allez comprendre très vite qu'il n'y a rien à penser. Et dans des moments de non-pensée, d'intimité, vous allez avoir des fois, vous allez avoir cette espèce d'intensité sensuelle, tactile, que tout est conditionné, c'est que tout est totalement lié. Et plus que lié, parce qu'il n'y a pas de séparation. La séparation vient de nos cinq sens. C'est nos sens qui nous disent où commence quelque chose, où finit quelque chose, mais les sens plus aguerris nous donneraient d'autres débuts, d'autres fins. Donc en vérité, il y a quelque chose qui est une seule chose. On ne s'est pas découpé par notre prise sensorielle, mais par notre pensée. Et des moments où il y a ce pressentiment absolu d'une totale liberté, c'est-à-dire qu'effectivement, le monde commence dans l'instant parce qu'il n'est que dans l'instant et qu'il n'y a jamais eu d'avant. Cet instant contient tous les avant et tous les passés, un peu comme quand vous voyez un enfant, vous allez à l'école, vous avez un enfant de 8 ans, 9 ans, vous regardez cet enfant, et si vous êtes sensible, vous voyez son passé. Vous voyez l'enfant qui a été abusé, qui a été maltraité, l'enfant qui est heureux, l'enfant qui est joyeux, l'enfant qui est courageux, ça va tout de suite. Qu'est-ce que vous voyez? Ce n'est pas son passé que vous voyez son présent. Et dans son présent, vous lisez tout son passé. Et quand vous regardez toujours ce même enfant, vous voyez son futur. Et pas le futur, vous voyez très bien, on voit très bien les enfants qui sont là, qui sont courageux, qui vont être meneurs, qui vont être menés, qui sont intellectuels, qui sont menteurs. Ça se voit. Ce n'est pas le futur qu'on voit, c'est le présent. Donc, le présent contient le passé et le futur. Il n'y a pas de contradiction. C'est l'intensité du présent qui va révéler à un moment donné, je dirais même le secret du passé, le secret du futur. Et plus en tant que passé, en tant que futur, en tant que présence. Et le présent en tant que tel n'existe pas, il est présence. Donc il y a une sorte de disparition du passé, présent et futur dans cette présence qui contient le passé et le futur, je dirais sous forme poétique. C'est de la poésie quand on parle de notre passé, quand on parle de son enfance. C'est de la poésie. Ça ne veut vraiment rien dire. Parce qu'il n'y a pas de choses que le passé. C'est ce qui est là est impensable. Un peu comme quand vous pensez à quelqu'un qui est mort, et personne n'est mort. Il n'y a pas de passé. On peut se rappeler un événement, mais à un moment donné, l'événement n'est rien par rapport à l'intimité. Quand on est intime avec quelqu'un, il n'y a pas de mort. Ce n'est pas le passé, c'est le présent.
Un présent, une présence sans personne de présent, sans rencontre. Il n'y a pas de rencontre parce qu'il n'y a pas de séparation. Séparation, c'est une conceptualisation sémantique. On me rend compte de ça. Vous revenez à vous-même sans la pensée, des moments où il n'y a ni extérieur ni intérieur, ni vous-même ni le monde. En tout cas, il n'y a jamais cette fontaine de relation avec le monde. Ça n'existe pas. Il n'y a pas vous et l'environnement, il n'y a pas vous et la nature. Comme les gens qui veulent sentir un avec la nature, qui vont dans les déserts, qui vont sentir la nature, dans la nature, on la sent ici, maintenant. Nous sommes la nature maintenant, totalement ici. C'est pas d'aller nulle part. La vie, c'est la nature. Tout est la nature. Dans cette non-séparation. Et vous ne pourrez jamais le comprendre. Mais vous pouvez le sentir. Ensuite, si vous avez des dons poétiques, vous pouvez vous en servir pour vos poésies. Mais ce ne sera jamais un raisonnement, ce ne sera jamais une explication, ce ne sera jamais une compréhension. Ça reste un peu comme un fantôme. Il est là, mais on ne le voit pas, mais on sait qu'il est là. C'est très beau. Voilà, merci beaucoup. Merci pour cette soirée d'entretien. Merci Éric Barret. Tous ceux qui le souhaitent, il y a la possibilité de rejoindre le séminaire de yoga du Cachemire qui commence à 10h demain matin. Ce n'est pas le même lien Zoom. Il faut pour cela passer par le site de l'association Éveil Conscience. Merci à tous. Merci beaucoup, Éric. Merci. Merci.